Soroja Bigajan, Richard Nguessan, bonsoir. Bonsoir Raymond. Ce mardi, on a été quand même tous surpris, en tout cas bon nombre d'Ivoiriens, par cette déclaration de Jean-Yves Esso, qui est connu comme l'un des plus fervents défenseurs au sein de l'appareil politique du PDCI-RDA de la cause du président Tidjane Thiam. Il en a été d'ailleurs l'un des premiers à soutenir la candidature, voire la présidence de Thiam à la tête de l'ancien parti unique. Et aujourd'hui, il annonce, quelques jours après sa destitution du mouvement qu'il a fondé Alliance pour Tidjane Thiam, justement, son départ du PDCI-RDA. Il est devenu depuis ce mardi cadre du RHDP. En tout cas, il a intégré le parti au pouvoir. Quelle est votre lecture justement de cette migration qui, ma foi, intervient assez mal pour le PDCI à quelques 6 mois de la présidentielle d'octobre 2025? C'est une situation assez déplorable pour le PDCI-RDA et c'est une situation qui pose la question de la fidélité même en politique. On sait plus ou moins que M. Esso, depuis plusieurs mois, est un véritable défenseur du président Thiam. On sait qu'il porte un mouvement pour porter la candidature du président Thiam et on est assez surpris. C'est vrai qu'il y a de cela quelques jours, il évoquait sa destitution à la tête de ce mouvement, destitution par le conseiller spécial du président Thiam. C'est fort dommage quand on sait la force verbale de cet homme, quand on sait que depuis plusieurs années... Qui est un cerveau, comme l'un des intellectuels les plus prolixes du parti. Qui a porté les couleurs du PDCI-RDA aux élections législatives il y a cela quelques années. C'est fort dommage. Je pense que le PDCI gagnerait à essayer de régler véritablement ces problèmes. Certains diront que c'est un départ parmi tant d'autres, mais n'empêche qu'à 6 mois des élections, ça fait désordre. Quand on sait qu'au niveau du PDCI-RDA, il y a plusieurs problèmes depuis l'avènement du président Thiam, on essaie plus ou moins, quand je dis on essaie, que ce soit le parti au pouvoir, que bien des personnes qui lui font la guerre au sein du PDC, de mettre des bâtons dans ses roues. Et je pense que ce départ-là est malvenu quand on sait le poids plus ou moins de l'homme. C'est vrai qu'on dira qu'il ne pèse pas gros dans sa région parce qu'il a perdu les dernières élections législatives. N'empêche qu'il est membre du bureau politique, il est inspecteur du PDCI-RDA. C'est quelqu'un qui est à la tête d'un mouvement depuis quelques années et son départ sonne un peu comme désordre au niveau du PDCI-RDA et c'est fort dommage. Soroja Biga, Jean-Yves Esso, désormais membre du RHDP au pouvoir, est-ce qu'il a de l'avenir politique? Il a de l'avenir, mais permettez-moi de revenir un peu en arrière pour analyser un peu la situation et les causes qui ont vraiment conduit Jean-Yves Esso à agir ainsi. Allez-y, édifiez-nous. Le PDCI traverse aujourd'hui une phase de recomposition et de lutte interne pour le leadership. Et il y a 2 figures aujourd'hui qui incarnent cette diversité idéologique. Il y a d'abord cette guerre. Il y a d'abord le président Tidjane Thiam, porteur d'un projet de redynamisation, de rebranding du PDCI, qui a aussi une politique aujourd'hui qui n'est pas forcément acceptée dans toutes les bases, qui est en rupture avec les comités de base classiques qui existaient depuis longtemps, qui est en rupture avec l'âme militante du PDCI même qui est un peu classique. C'est-à-dire, soyez plus précis là-dessus. C'est du technocratisme qu'il fait aujourd'hui. Et il a cette politique-là qui n'a pas encore été vraiment intégrée par les militants de base. Ça va prendre d'abord du temps. Et il y a en face un Jean-Louis Billon qui est charismatique, qui a un discours populiste et qui est aussi très proche des jeunes entrepreneurs. Et Jean-Louis Billon, aujourd'hui, qui a une politique beaucoup plus offensive. Et cette situation a engendré le départ de Jean-Louis et de... comment il s'appelle déjà? Jean-Yves Esso. Et son départ est symptomatique de ce conflit interne-là. Parce qu'il cristallise une rupture générationnelle, d'abord au sein du PDCI. Il y a aussi ce malaise-là entre les militants de base et le nouveau management politique que Tidjane Thiam essaie d'imposer aujourd'hui, qui ne passe pas forcément un peu partout. Ce que l'on constate tout de même, Soroja Biga, c'est que le PDC, en tout cas pour la majeure partie de sa base militante, semble adhérer, je dirais, de façon quasi unanime à la politique de Tidjane Thiam, qui semble être, disons, incarner le renouveau du parti. Quand vous dites que la base n'est pas forcément en accord ou en harmonie avec le nouveau mode de management du président Thiam, on peut quand même en être surpris, non?
Oui, il y a Jean-Luc Bion qui a ouvertement manifesté son mécontentement, aujourd'hui qui est en train de sillonner un peu la Côte d'Ivoire pour l'exprimer. Mais à côté de Jean-Luc Bion, il y a d'autres têtes aussi qui ne sont pas forcément citées. L'on a été surpris de voir le haut cadre du parti, le doyen Gikawe, au meeting d'Aboisseau, parce que tout le monde pensait qu'il était déjà de son côté, il était rangé peut-être dans l'opposition interne. À côté de Gikawe, il y a aussi pas mal de cadres aussi du PDCI qui ont aussi... Gikawe qui est aujourd'hui conseiller politique du président Thiam. Il y a aussi plusieurs cadres du PDCI qui sont aussi adversaires à Tidjane Thiam en interne au sein du parti. Je pense que Thiam doit revoir son management politique. Mais je ne dédouane pas forcément aussi Jean-Yves Esso qui est parti du PDCI et aujourd'hui qui a tenu un discours qui est quand même un peu... Est-ce que je vous demandais, avant que l'on écoute le concerné, puisqu'il a fait une déclaration pour justifier donc son départ du PDCI et son ralliement au RHDP au pouvoir, est-ce qu'il a de l'avenir politique dans sa nouvelle aventure? Je dirais oui, pourquoi pas. Le RHDP est le parti au pouvoir, c'est un parti fort qui étend sa popularité un peu partout, qui montre de la force, qui déploie ses ailes un peu partout. Et pour aborder dans le même sens que Soro, je dirais que le président Thiam gagnerait à revoir son leadership et à revoir véritablement l'unité même au sein du PDCI RDA. On a évoqué le cas Bion à maintes reprises, on sait ce que Bion représente pour la Côte d'Ivoire et pour le PDCI RDA depuis son retour en 1995 en Côte d'Ivoire. Il est à la tête d'un immense groupe depuis 2001 au dessert de son père. On sait plus ou moins toutes les responsabilités, non seulement politiques, mais au niveau aussi social qu'il a occupé en Côte d'Ivoire, président de la Chambre de commerce de 2002 jusqu'en 2012, il était ministre de la République. On se rappelle qu'en 2013, il a réussi à s'imposer du côté de Dabakala. Il bat le parti au pouvoir à Dabakala où il sort député, il a du poids. Donc c'est un individu qui compte au niveau de la classe politique en Côte d'Ivoire. Et puis, je pense pour lui d'afficher ses ambitions, de rivaliser avec Thiam. Ses ambitions, il faut avoir cette capacité-là aussi de discuter avec lui et essayer de voir comment le rallier à sa cause. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelques manquements au niveau du PDCI RDA. Jean-Yves Esso, justement, s'est exprimé aujourd'hui, donc au terme de la cérémonie d'adhésion au RHDP, et voilà ce qu'il dit pour justifier son départ de sa famille politique d'origine. On l'écoute. Au niveau des reproches que je peux faire au PDCI, mais vous savez, un parti politique qui est dans l'opposition depuis un certain nombre d'années a forcément des carences quelque part. Quand on n'est pas carent quelque part, on est au pouvoir. C'est tout l'intérêt d'un parti politique. Un parti politique qui se crée, c'est pour gouverner, c'est pour être au pouvoir. Si on l'a été une fois, on a été bon. Si on a été sorti de ce pouvoir, c'est que ça a coincé quelque part. Je ne suis pas un accusateur. S'il y a eu un coup d'État en 1999, ben c'est parce qu'on a permis qu'il y ait ce coup d'État. Il faut se dire les choses clairement. Je ne suis pas en train de critiquer. Si depuis 1999 on ne revient pas au pouvoir, c'est que nous sommes carents quelque part. Voilà. Ces carences se perpétuent, à mon sens. C'est mon analyse personnelle. Ces carences se perpétuent. Les choix stratégiques sont faits de telle manière qu'on se maintienne dans l'opposition. Ça a été le cas en 2020, où j'ai été l'un de ceux qui a crié le plus qu'il ne fallait pas faire de boycott, que c'était suicidaire. On l'a fait. Aujourd'hui, je suis l'un de ceux qui dit la communication politique du PDCI est inexistante. Il faut s'organiser, il faut faire une communication politique structurée, stratégique. Je ne suis pas entendu. Ça, c'est une carence qui nous envoie dans le mur. J'ai 56 ans. Je n'ai pas envie d'être opposant jusqu'à 70 ans. J'ai 56 ans, je n'ai pas envie d'être opposant jusqu'à 70 ans. Soro Djabiga, commentaire sur cette déclaration qui vient faire chuter ce justificatif invoqué par Jean-Yves Esso pour justifier son départ du PDCI. Pour justifier son départ, il a évoqué plusieurs arguments qui auraient pu être pris en compte, pris au sérieux. Mais la chute a carrément biaisé son argumentaire. Quand on entend dire j'ai 56 ans, je ne vais pas avoir 70 ans. Comment est-ce que vous interprétez justement cette phrase-là?
De façon claire, vous voulez dire? Bien, allez-y. Il allait manger. Lâchez-vous. Il allait manger. Il allait au restaurant. Et je trouve cette situation vraiment gênante. Et ça donne, j'ai pas fini. Oui, mais justement, avant que vous ne rebondissiez, j'aurais préféré. Vous pensez aussi avec ce rôle qu'il est allé manger en griffe? J'aurais préféré qu'il revoie la chute. Allez-y, poursuivez votre argumentaire. Son agissement, pas que lui. Avant lui, il y avait Basile Gouali de dos et d'autres cadres aussi. Ça donne du grain à moudre aux nouvelles générations qui veulent s'engager en politique. Parce que ça manque, leur agissement manque de constance, ça manque de conviction. Vous savez, la conviction est basée sur plusieurs éléments, la conviction est basée sur plusieurs valeurs. Il y a d'abord l'amour de la ligne qu'on veut emprunter. Il y a d'abord aussi la foi qu'on a placée en cela. Et il y a les projets auxquels on croit. Il y a la vision qu'on a épousée. Et du jour au lendemain, quand on trahit cette conviction-là et qu'on épouse encore une nouvelle ligne, et ça paraît un peu hypocrite parce qu'il faut tout recommencer. Il faut commencer à nourrir d'autres projets, il faut avoir une nouvelle vision. Le parti qu'on a critiqué hier, aujourd'hui on devient un défenseur de ce parti. Mais comment on le critiquait hier? Il était l'un des grands défenseurs de Tidjane Thiam. Il était l'un des grands défenseurs, l'un des plus grands profondeurs de ce régime. Il les attaquait avec des arguments vraiment solides, avec véhémence. Les traces sont encore là. Il a adressé un message vraiment virulent et dur à l'endroit de Basile Gouali quand il a quitté le PDCI pour aller au RHDP. Aujourd'hui, comment il va le regarder? Mais ils s'y sont rejoints aujourd'hui tout simplement. Moi il y a une image qui me venait en tête. J'aurais voulu qu'aujourd'hui, pendant la cérémonie de réception, ce soit Basile Gouali qui lui remette le pagne du RHDP. On allait voir un peu comment ça... Cela viendra peut-être. Alors, on va écouter justement la réaction de Michel Betta au PDCI RDA. Évidemment, il fallait s'y attendre. Tout le monde ne partage pas cette décision de Jean-Yves Esso de rejoindre le RHDP. Ils l'ont clairement exprimé et on va donc suivre ce que dit Michel Betta de ce départ. Il est le directeur du quotidien Le Bélier, quotidien pro-PDCI. On l'écoute et on revient sur le plateau. Quelle est votre lecture de ce départ-là? Non, pour ne rien vous cacher, c'est quelqu'un pour lequel nous avons tous le PDCI assez quand même de respect. Parce qu'au au premier moment après le décès du président Henri Konan Bété, il a fallu vraiment travailler pour que le PDCI ait à sa tête quelqu'un qui peut nous emmener au pouvoir en 2025. Et tous ceux qui ont pris ce combat-là à bras le corps pour que le président Tidjane Thiam vienne au devant de la scène politique et prenne la tête du PDCI, et soit été de ceux-là. Mais je ne comprends pas qu'à 7 mois des élections, où nous tous nous sommes engagés pour que ce rêve mûri par nombreux citoyens arrive à son terme le 25 en octobre prochain. Voilà que Esso décide de sauter du navire et d'aller se mettre à la solde de ceux que les Ivoiriens, par leur majorité, estiment aujourd'hui qu'ils ont dirigé pendant 15 ans et qu'ils ont montré les limites de leur gouvernance et qu'aujourd'hui, il faut une alternance crédible et constructive. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ils décident de se mettre avec ceux-là. C'est dommage. Hein. Je pense qu'il a été très mal inspiré. Même si quelque part, il estime qu'il a été frustré, mais son choix donne raison à ceux qui pensaient qu'il était peut-être une taupe au sein de ce PDCI qui défendait. Donc pour moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, un militant du PDCI ait pris de conviction, ait pris de volonté réelle de revenir au pouvoir, peut aujourd'hui se mettre à la solde du RHDP. Je demande à tous ceux qui sont tentés, malheureusement par cette aventure, d'y renoncer, parce que elle est improductive. Elle est improductive. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, après avoir regardé la gestion de 15 ans de pouvoir d'un régime qui est arrivé à son terme, le président même, il viole tous les tests même pour se mettre. Quelle base vous allez vous mettre à sa disposition? Aujourd'hui, la présence de Ouattara en tant que candidat pose un problème moral à tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, vous décidez de vous mettre à la disposition du parti qui est en train de diriger pour s'imposer encore aux Ivoiriens. Moi, je pense que vous n'êtes pas conséquent. Si quelqu'un se met dans cette logique-là, il n'est pas conséquent. Il n'est pas conséquent et c'est dommage. Et je pense que et si ça a été mordu, je ne sais pas par quel virus, mais c'est le plus mauvais virus qu'il a mordu. Et je pense qu'en décidant de quitter le PDCI, il prête le plan à ceux qui l'ont traité de tous les noms et ça.
Jean-Yves Esso, cerveau éclairé du PDCI parmi les plus appréciés, on le disait tout à l'heure, également parmi les plus prolixes et même prolifiques, qui est désormais membre du RHDP. Est-ce qu'il y a un risque d'effet domino? Jean-Richard Nguessan, en 1 minute. Je dirais oui et non, tout reste possible à 6 mois des élections. Moi, ce que je veux... On a évoqué Soro et Beta à l'instant, évoquaient la conviction et la fidélité en politique. Mais moi, je veux mettre surtout en avant l'ouverture aussi au niveau du RHDP. On en parle très peu, mais voilà un parti qui, en dépit de tout ce qui se raconte, en dépit de toutes ces personnes qui ont critiqué hier le parti, mais c'est un parti qui ouvre, n'empêche, ses bras. Qui ouvre ses bras, on l'a vu il y a cela quelques semaines avec M. Tefou, on l'a vu avec Amontano qui avait été très virulent vis-à-vis du président Alassane Ouattara, mais le président Ouattara avait eu cette force, cette sagesse-là de le recevoir à nouveau. Vous avez évoqué le cas Gwali, aujourd'hui Jean-Yves Esso qui a été très critique vis-à-vis du RHDP. C'est un parti assez fort, mais qui, ayant le mérite de le reconnaître, qui ouvre ses bras à toutes ces personnes qui sont de véritables critiques. Est-ce qu'il y a un risque d'effet domino que d'autres cadres du parti ou militants soient tentés par la destination RHDP? Vous savez, nous sommes en politique, les choses sont dynamiques et le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que le risque sera vraiment minimisé avec le grand leadership que Tidiane Thiam a pu étendre. Il a pu faire planer sur tous les partis politiques. Je pense que les risques de mercato, comme on l'appelle dans le jargon, sont vraiment minimisés. Moi, je ne pense pas du tout. Juste avant de conclure sur le sujet donc, du PDCI-RDA, on va quand même suivre cette vidéo qui n'a rien à voir fondamentalement avec le cas Jean-Yves Esso. C'était hier, lundi 7 avril, lorsque le vice-président Émile Constant Bombé, très bien connu ex-ministre de l'Intérieur du temps du président Bédié, s'est rendu avec une délégation forte de premier rang du parti au caveau familial des Boigny à Yamoussoukro pour y déposer des gerbes de fleurs. Il y a prononcé un discours qui pourrait sembler partisan à certains égards, alors que s'annonce la convention élective du parti pour la présidentielle d'octobre prochain. On va l'écouter. Chacun y fera sa propre appréciation et de retour sur le plateau, on aura l'occasion très rapidement de balayer ce sujet. Ouvertement, le président, au fait, a dit à toute la nation ivoirienne que ses héritiers, ce sont les Thiam. Aujourd'hui, c'est un de ses héritiers, c'est-à-dire le dernier de tes enfants, qui prend les rênes du PDCI-RDA. Et c'est autour de lui que nous sommes aujourd'hui pour faire en sorte que la continuité soit une réalité et que la paix, qui a été le leitmotiv du président Houphouët-Boigny, soit retrouvée en Côte d'Ivoire et que nous puissions nous retrouver dans un avenir très proche, dans la joie, pour venir vous dire merci après les élections du mois d'octobre. En attendant, reposez en paix et que l'Esprit nous accompagne. Qui nous a dit à tous que ses héritiers sont les Thiam. Aujourd'hui, le dernier d'entre eux qui cherche à s'imposer, non seulement, enfin qui s'est imposé, et à la tête du PDCI, qui cherche donc à prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire, alors que le bureau politique vient de fixer donc la date ou le délai de dépôt des candidatures pour la présidence, pour la candidature du parti à la présidentielle d'octobre prochain, du 8 au 10. Donc il nous reste à peine 48 heures avant que ce chapitre soit bouclé. Et la direction du parti, pratiquement au grand complet, annonce devant le tombeau du père fondateur que l'héritier que tu nous as laissé, que nous connaissons, que nous reconnaissons, c'est Tidiane Thiam. Jean-Richard Nguessan, je préfère Jean-Marc. Cela montre véritablement le soutien des cadres au président Thiam. C'est vrai que je dirais que ça fait désordre à quelques heures de la clôture de la liste par rapport à la convention. Quelle est l'image ou quel est le message que
doyen Bombé veut faire passer, je pense que ça démontre, comme on l'a toujours dit ici, qu'au niveau du PDCI RDA, le choix est fait et le choix reste là, le président Cham. Soro Djabiga, Tidjane Cham, d'emblée élu président, enfin candidat du parti à la présidentielle, peut-être qu'il ne sert plus à Bion de se jeter à la course. Je l'ai dit hier, je reviens un peu sur le message du doyen Bombé. Très rapidement. Il y a deux enjeux dans son message. Il y a d'abord un message subliminal qu'ils adressent aux profondeurs de Thiam qui disent qu'il n'est pas ivoirien. Quand il dit, voilà ton héritier aujourd'hui qui veut être candidat. Le deuxième message, c'est pour dissuader toutes les velléités internes qui veulent aller candidater contre Tidjane Thiam à la convention. Et vous parlez tout à l'heure de Bion, je vous l'ai dit hier, et je ne vais pas cesser de le répéter, Jean-Luc Bion a toujours entretenu un mystère, un mythe autour de son profil, autour de son véritable potentiel politique. Parce qu'il faut le dire, il a quand même remporté des élections dans sa localité. Ça reste quand même local. Mais il a une candidature à l'élection présidentielle, il a été soutenu par le parti. Mais là, il vient affronter maintenant un gros poids comme Tidjane Thiam à l'intérieur du parti. Je pense que ça va le mettre véritablement, il sera véritablement mis en minorité. Mais on passe rapidement au second sujet. Malheureusement, le temps est vraiment très court. Allez-y, vous avez 10 secondes. Ce que je veux préciser assez rapidement, c'est que Jean-Louis Bion était un enfant des élections. Il a démontré en 2013, il a été président, il a été élu président du conseil régional à Dabakala. En 2021, personne n'espérait voir Jean-Louis Bion être élu député à Dabakala. Il a réussi à battre à nouveau le député sortant. Donc je pense qu'on aurait pu éviter ce discours, aller aux élections. Et puis je pense que le président Cham, d'ailleurs il est adoubé par le parti, il aurait gagné assez tranquillement. Mais avec ce discours-là, je pense que ça nous crée encore des frustrations. Alors, est toujours dans la ligne du parti parce que le président du parti a toujours été candidat du parti. On a très peu de temps qui nous reste. On va donc passer au second sujet de cette soirée. Tentative d'évasion à la prison de Bouaké ce lundi 7 avril. La drogue, une bombe à retardement. Nous avons tous appris la nouvelle. Une tentative au terme de laquelle on déplore un mort et plusieurs blessés suite donc à une opération de saisie de drogue qui circulait au sein de l'établissement carcéral. Soro Djabiga, rapidement un point sur la situation. D'accord. D'abord, je vais mettre en lumière quelque chose. Cette situation met en lumière un problème un peu plus large. D'abord, la montée en puissance de la drogue en milieu carcéral. À côté de ça, il y a la complicité aussi des gardes pénitentiaires. Si on y prête attention, ça va devenir très grave. Parce qu'il y a 2 jours de cela, il y a 4 jeunes filles qui ont été arrêtées à la prison civile. Elles partaient donner à manger d'Abidjan. Elles partaient donner à manger à un détenu. Et quand on fouille dans leur bagage, dans la sauce, on trouve des boules qui ressemblaient à des morceaux de viande, mais en réalité, c'était des sachets qui contenaient des sticks de drogue. Et ces jeunes filles ont été surnommées le gang du Baouin parce que c'est dans la sauce Baouin que ces morceaux de viande et ces boules de cannabis ont été introduites. Donc je pense que le gouvernement doit beaucoup se pencher là-dessus. Et s'il le faut même mettre en place des réformes pour pouvoir balayer du revers de la main carrément cette situation parce que ça menace aussi la sécurité d'État. À Bouaké, ça fait déjà 2 fois cette année qu'on observe ce genre de situation. Et c'est vraiment déplorable, ça menace la paix sociale, ça menace la quiétude, surtout en cette période sensible préélectorale, c'est vraiment compliqué. Jean-Michel Nguesson, est-ce que notre système carcéral est préparé à ce genre de défi? C'est vrai, ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Côte d'Ivoire. Ailleurs dans le monde, on le voit dans beaucoup de pays, même au niveau de nos régions africaines. La drogue circule à foison à l'intérieur de nos prisons. Outre-Atlantique, pareil, même en Occident. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a une politique qui nous permet de lutter efficacement contre cette gangrène? Moi, ce que je veux relever avant de répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, aucun pan de notre société n'échappe à la drogue. Que ce soit dans nos établissements, que ce soit dans... Qu'importe l'endroit aujourd'hui, la drogue forme malheureusement un pignon sur rue. Dans nos quartiers, nos jeunes, il y a tellement de dérivés au niveau de la drogue. Et aujourd'hui, fort malheureusement, on constate aussi que l'univers carcéral en Côte d'Ivoire pose problème. Dans la préparation de l'émission, j'ai regardé quelques chiffres qu'a délivré une organisation qui s'occupe essentiellement des prisonniers, Prisonniers sans frontières, et une autre organisation qui parle également des prisonniers, Prison Insider. Et j'observe qu'en Côte d'Ivoire, l'univers carcéral pose problème. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, on a autour de 27 000 prisonniers.
prisonniers repartis dans la trentaine d'établissements pénitentiaires qu'on a au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais force est de constater que dans la quasi-totalité des prisons en Côte d'Ivoire, le taux de population carcérale a explosé. Et la plupart de nos prisonniers aujourd'hui sont en détention provisoire. Cela pose véritablement un problème. Il faut régler le problème à la racine. Aujourd'hui, nos prisons sont surpeuplées. Lorsque vous prenez tout simplement la MACA, selon les chiffres officiels de l'État de Côte d'Ivoire, c'est autour de 5000 personnes. Sur, en principe, 1500 places. Mais selon les chiffres de prisonniers... C'est exorbitant. Mais figurez-vous que selon les chiffres de Prisonniers sans frontières, c'est plus de 10 500 détenus qu'on a au niveau de la MACA. Cela plus inquiétant. Cela montre véritablement qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème au niveau des prisons en Côte d'Ivoire. Et la prison de l'appareil judiciaire ivoirien, parce que si on a autant de détention provisoire, cela permet quand même de déceler une faille au niveau de l'évacuation des procédures judiciaires. Effectivement, et cela pose un gros problème. Le taux d'occupation aujourd'hui au niveau des prisons en Côte d'Ivoire est le plus, figurez-vous, elle est des plus élevées au monde avec plus de 297%. C'est énorme. C'est-à-dire l'univers carcéral aujourd'hui pose problème. Et il faut que les pouvoirs publics puissent regarder à cette situation. Il y a cela quelques années, on a vécu cette même situation à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, aujourd'hui PPA. On a vécu cette situation dans bien de prisons. Il faut regarder le problème à la racine. C'est vrai que le président Alassane Ouattara on a eu de nombreuses grâces présidentielles en 2019 et 2023, ce qui a contribué à évacuer nos prisons de près de 11 000 détenus. Mais je pense qu'il faut poursuivre avec cette initiative. Et surtout au niveau de l'appareil judiciaire, je pense qu'il faut arrêter avec les détentions provisoires qui s'élèvent à près de 40% au niveau de nos prisons. Selon Djabiga, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour juguler ce phénomène? D'abord, on passe de MACA à PPA, Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ça devient maintenant PPA, Pôle pénitentiaire d'Abidjan. Je ne sais pas si ils veulent faire une similitude avec le PPAC, parce qu'il y a beaucoup de cas du PPAC en prison. Une simulation, ok. C'est tendancieux. D'accord. MACA, Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Cette institution est censée corriger les détenus et quand ils sortent, ils deviennent des personnes réhabilitées et restaurées pour pouvoir intégrer la vie sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a interrogé des assistants sociaux pour voir le retour véritablement de ces personnes-là, de nos frères qui sont aujourd'hui incarcérés là-bas et qui reviennent vers nous? Très belle interrogation. Justement, moi, j'ai eu à faire des études là-dessus et le retour n'est pas bon. Ils vivent dans des conditions déplorables et dans ces conditions-là, on ne peut pas corriger le comportement de quelqu'un, on ne peut pas réintégrer quelqu'un. Ces personnes-là mangent une fois par jour. Ces personnes dorment dans des conditions d'hygiène qui sont vraiment déplorables. Elles dorment à même le sol. À même le sol. À toutes sortes de vices. Dans des endroits, excusez-moi du terme, où elles font leurs besoins directement, elles dorment à côté. C'est déplorable, c'est inhumain. Et je pense que cette lucane-là va permettre aussi à nos autorités, sur ce plateau-là, va permettre à nos autorités de se pencher un peu sur la question. C'est vrai que personne n'a envie de rester en prison, hein. Mais quand vous voyez des détenus qui s'efforcent de vouloir s'échapper, c'est que les conditions sont vraiment invivables là-bas. Et je pense qu'il faut jeter un regard là-dessus aussi. Et puis, il faut dire que comme là-bas, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Du coup, on ouvre la voie à toutes sortes de trafics illicites. Justement, d'où l'expansion du marché de la drogue, toutes les qualités de la drogue, cannabis, Odikouche, qui est très prisé, qui se vend là-bas comme des petits pains. Mais où ces détenus-là gagnent de l'argent? Des détenus aujourd'hui qui font des panels sur TikTok, alors que les téléphones sont interdits là-bas. Je pense que cette complicité, cette proximité-là entre les détenus et les gardes pénitentiaires doit être aujourd'hui vraiment mis à nu pour qu'on puisse véritablement assainir ce milieu-là et rééduquer ces personnes-là. Parce que quand elles sont là-bas, c'est parce qu'elles ont commis des erreurs. On le dit toujours, nous sommes des prisonniers en suicide. Mais quand on commet une erreur qu'on est introduit là-bas, c'est pour pouvoir corriger cela et ressortir. Mais ce n'est pas pour aller encore faire des complicités. On a connu des personnes ici qui ont été emprisonnées et qu'on revoit encore dehors. Je ne vais pas citer de nom, sinon l'État risque de les saisir pour les remettre là-bas, mais il faut qu'on revoie ce... Il y a un véritable problème donc dans nos prisons à ce... Oui, un gros problème. Et moi, je pense que l'un des problèmes aussi, c'est l'accès aux activités, aux formations dans les différentes prisons. Et l'accès à l'éducation, qui est largement insuffisant. Je pense que si les prisonniers sont occupés à une formation, à des activités au quotidien, je pense que à leur sortie, on gagnerait des citoyens plus ou moins... Il faut revoir leurs conditions de séjour carcéral. Ah oui, les normes en matière d'hygiène posent problème. Il a évoqué les personnes qui dorment à même le sol dans des cellules
surpeuplée. Et je pense que toutes ces situations-là font qu'aujourd'hui, on peut voir ce qui nous a été donné de voir il y a cela quelques heures. Avec cette dernière question, est-ce que le trafic de drogue est une bombe à retardement dans notre secteur carcéral qui peut éventuellement déborder dans des proportions qu'on ne maîtrise pas pour l'instant? Ah oui, vous savez, la drogue, tout le monde le sait, c'est un gros business avec de gros sous. Et lorsque quelqu'un est dans ce business-là, que vous voulez lui couper ce business-là, forcément, il va essayer de passer par des voies détournées ou essayer de trouver certaines pratiques pour remettre en selle cette pratique. Je pense que c'est fort dommage. L'État gagnerait à surveiller un peu plus nos prisons afin que la drogue n'y entre pas. Soro Djabiga, votre dernier mot sur le sujet? Je vais abonder dans le sens de mon confort. Il faut regarder surtout sur la sécurité des prisonniers aussi. Il faut regarder surtout du côté de la drogue, qui est une bombe à retardement parce que l'expansion de la drogue est assez prononcée dans ce milieu-là, dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire. Donc c'est un problème qui est vraiment à prendre en compte. Troisième et dernier sujet de notre émission, la grève des enseignants. On en reparle encore ce mardi pour la énième fois. Le mouvement s'est poursuivi encore aujourd'hui, mardi 8 avril, avec la fermeture de nombre d'établissements secondaires et même primaires par moment à travers le pays. Soro Djabiga, vous avez certainement suivi au cours de la journée l'évolution des choses, plus ou moins. On a l'impression que, en dépit, c'est vrai qu'il y a eu rencontre aujourd'hui entre les grévistes et la ministre de l'Éducation nationale, Maratou Koné, mais on a l'impression que la détermination ne faiblit aucunement après près d'une semaine dans le camp des enseignants grévistes. C'est le bras de fer que le gouvernement a engagé qui a renforcé, encore qui a cristallisé la détermination des grévistes. Je pense qu'on n'aurait pas dû arriver là, on aurait dû plutôt privilégier la voie du dialogue et on n'en allait pas arriver là. Aujourd'hui, ils se sentent forts. Personne, je dis bien personne n'avait imaginé que les grévistes allaient arriver à ce niveau. À la veille, quand la ministre a lancé le mot d'ordre pour dire que tous ceux qui ne seraient pas à leur poste le lendemain seraient considérés comme démissionnaires, on a interrogé des enseignants mais qui n'étaient pas sûrs d'aller à l'école le lendemain, ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Parce que tout le monde travaille aujourd'hui pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais aujourd'hui, les enseignants sont plus que jamais déterminés, je vous le dis. Quand on venait ici, on a eu à interroger des enseignants qui étaient même prêts à venir intervenir à visage découvert. Ils n'ont plus peur parce qu'ils savent aujourd'hui que le rapport de force a balancé à leur faveur. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La ministre de l'Éducation nationale qui reçoit l'intersyndical. On va y revenir dans le deuxième volet de développement de ce sujet-là, mais d'abord sur le point de la grève pour cette journée. La grève a été observée à plus de 90% du territoire aujourd'hui. Et ça ne choque plus personne. On était plutôt choqués. Même à Abidjan, on était plutôt choqués hier. Mais aujourd'hui, c'est une continuité. Et il ne faut pas que ça devienne une norme dans les consciences collectives. Aujourd'hui, les grévistes, j'ai vu Blé marcher aujourd'hui, mais avec beaucoup d'assurance. Il est fier, il est sûr de lui, il sait aujourd'hui qu'il a un poids, il est soutenu par la population. Et ce qui choque, il est soutenu même par les élèves aussi. Les élèves, en principe, devaient le voir peut-être comme son bourreau en griffe. Mais il est soutenu même par les élèves. Et aujourd'hui, Maratou Koné, la ministre, est vraiment à une position un peu inconfortable face à cette situation parce qu'elle avait déjà brandi le bâton. Aujourd'hui, elle est en train d'essayer de rattraper la situation. Je pense que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il faut saluer déjà la sagesse qu'il a habitée. Et on a toujours connu la ministre Maratou Koné comme une dame de paix. Quand elle a été nommée, elle a approché les chapelles religieuses. Voilà, elle a vu beaucoup d'hommes de Dieu, musulmans et chrétiens pour susciter leur bénédiction afin de réussir sa mission. Et je pense que là, les bénédictions en parlaient en sa faveur. Les choses sont en train de bien se passer parce qu'on a vu déjà un petit message qui a été laissé par Blé. Et je pense que ça peut avancer. Alors Jean-Michel Nguesson, c'est vrai que Soro vous a dévancé sur ce point. Parlons de la rencontre justement entre Madame la ministre et les grévistes avec à leur tête le nommé Blé David. Voilà, si je n'écorche pas ce nom. Est-ce que, au sortir de cette réunion-là, quelles ont été vos impressions quand le syndicaliste annonce que les échanges se sont bien déroulés dans l'ensemble et qu'on a des perspectives de résolution à l'horizon? C'est une bonne nouvelle pour l'éducation nationale, pour les différentes familles ivoiriennes, pour nos élèves. Vous savez aussi bien que le droit
à la grève est un droit assez légitime. Le droit à l'éducation aussi est également légitime. Et je pense que, comme l'a dit Soro à l'instant, la sagesse habite les uns et les autres. Aujourd'hui, on a assisté à une belle rencontre et j'espère que la rencontre, les concertations vont se poursuivre pour le bonheur de nos élèves. Vous savez, on est à quelques semaines des examens à grand tirage. C'est une période assez propice pour les révisions, mais fort malheureusement, on constate que c'est le débrayage d'un bon nombre d'établissements. Comme il a dit, les enseignants tiennent fermement à cette prime, ils ne jouent que par cette prime, ils attendent cette prime, ils veulent cette prime. Je pense que le gouvernement gagnerait à négocier avec eux. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens aujourd'hui de donner cette prime aux enseignants? Je ne crois pas, mais je salue. Par un resserrement budgétaire, c'est encore possible. Hein. Ah oui, mais je salue déjà cette initiative de la ministre qui montre cette volonté de discussion et je pense qu'on est en train de voir de belles choses. On espère que jusqu'à la fin de cette semaine, les cours vont reprendre sur l'ensemble du territoire national. Soro Djabiga, le dénouement imminent de ce conflit, de ce bras de fer entre ministères ou entre gouvernement et syndicats grévistes du secteur de l'enseignement, vous y croyez? J'y crois et je pense que dans les deux camps, chacun va faire des concessions. Je pense que le gouvernement se prépare à faire des concessions aux syndicalistes et plus globalement aux enseignants. Et de son côté aussi, le groupe syndical qui est en train de manifester est aussi prêt à faire des concessions afin d'aplanir la situation. Le problème qu'il pose est réel, il est factuel. On a entendu un chroniqueur dire qu'un instituteur paie à 340 000, mais c'est faux. C'est faux. Je ne vais pas évoquer le salaire d'un instituteur sur ce plateau-là. Mais aujourd'hui, avec la vie qui devient chère en Côte d'Ivoire, le loyer devient cher, le transport devient compliqué. Les instituteurs préfèrent être affectés à l'intérieur du pays et se déplacer aisément pour pouvoir travailler. Un professeur aujourd'hui vivre décemment en Côte d'Ivoire, à Abidjan ici, c'est compliqué, le loyer est cher, c'est le véritable problème, les factures sont chères. Quand ces personnes-là demandent des primes, c'est pour pouvoir véritablement améliorer leurs conditions de vie sociale. Ce sont des revendications humaines et humanitaires. Il faut les prêter, il faut les écouter. Il y a une frange de la fonction publique qui est chouchoutée. Mais quand on fait le ratio en termes de niveau d'études, d'efforts, de contributions, les enseignants pèsent beaucoup dans la balance. Pourquoi ne pas les écouter? Pourquoi mépriser leur voix? Je pense qu'il faut les écouter. Alors, au centre de tout ce conflit, on a les élèves, les apprenants, qui sont les premières victimes de ces tiraillements entre gouvernement et grévistes. Et au-dessus de ces élèves-là, on a les parents qui payent leurs cours, qui espèrent justement que leurs enfants bénéficient de conditions d'éducation adéquates pour se garantir un avenir prometteur. Nous avons interrogé donc le président, rappelez-nous son identité. Qui est le président? Qui est le président des élèves et des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire. Alors, il s'est confié à vous il y a cela quelques heures pour exprimer son ras-le-bol, tout en espérant que très vite, cette situation va se régler parce que pour lui, il n'est aucunement question de souscrire à une éventualité d'année blanche en Côte d'Ivoire. On l'écoute. L'école les enseignants sont en grève. C'est la troisième grève qui est en train de s'opérer. Au premier trimestre, nous avons eu une grève de 3 jours. Et puis, depuis 2 ou 3 ou 4 jours, il y a eu une grève de 2 jours et une grève dite de reconductible. Et donc, ce qui a entraîné la fermeture hier, les écoles hier, lundi et aujourd'hui mardi. Et donc, pour moi, ce sont des situations assez graves, parce que si cette grève continue, nous allons donc piétiner le droit des enfants. Les enfants sont au cœur du débat. Les enfants sont au cœur de l'éducation. C'est à cause des enfants qu'il y a une institution école. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'institution. Donc, toutes les guéguerres qui se font autour des enfants n'est pas la bienvenue. Les parents d'élèves ne peuvent pas accepter cela. Que les adultes, de par leur faute, on mette les enfants en porte-à-faux, qu'on mette les enfants en arrière, qu'on aliène les enfants. Je ne suis pas d'accord avec ça, ni aujourd'hui ni demain. Je le dis parce que je suis ulcéré. Je viens de lire un article tout à l'heure qui dit que les syndicalistes ont été appelés par le ministre de l'Éducation nationale et ils sont allés à une réunion. À l'issue de la réunion, certains ont été interpellés au plateau.
en le faisant de cette façon, ça veut dire qu'on n'a pas une volonté ferme de régler le problème. Cela, c'est un appel au calme et à la retenue, que chacun joue franc jeu pour que nous puissions régler ce problème qui est important. Nous ne voulons pas d'une année blanche en Côte d'Ivoire. Ça, je tiens à le signaler et je suis ferme là-dessus. Voilà un peu mon point de vue. Pour la sortie de crise, quand la grève devait commencer, à 2 ou 3 jours avant, le ministre nous a appelés et nous a enjoint de rencontrer les syndicalistes. Ce que nous avons fait. Mais c'était vraiment précipité. C'était de la précipitation. Et nous avons donc demandé qu'ils suspendent, enfin qu'ils soient à la grève. Malheureusement, la grève a éclaté. Et depuis que la grève a éclaté, nous n'avons pas pu avoir de rencontre avec le ministère. Et d'ailleurs, le ministre ne nous avait pas rencontrés. Nous avons rencontré le coordonnateur principal, le coordonnateur général. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue entre les parents d'élèves et le ministère pour qu'ensemble nous puissions rencontrer les enseignants. Mais tel que ça se fait, on commence par mettre la violence. Il y a déjà un en prison. On n'a pas encore pu régler. Donc, les conditions de dialogue ne sont pas réunies parce que moi, je ne veux pas risquer ma vie en allant me faire arrêter comme ça. C'est pas normal. S'il y a la violence comme ça, on ne peut pas régler le problème. Il faudra qu'il y ait le calme, qu'il y ait la confiance entre nous. Parce que si on vous appelle à une réunion et que vous allez le cœur battant, c'est pas normal. Pour une grève, pour désamorcer une grève, on n'a pas besoin d'enfermer, d'interpeller les agents. Ce qui me paraît anormal. Ça me paraît anormal parce que là, les ministres ne créent pas les conditions favorables pour un dialogue franc. Voilà. On m'appelle pour une réunion et puis j'arrive, on m'arrête. Est-ce que ça c'est normal? Ça ne peut pas nous galvaniser à aller vers eux. Donc chacun va rester chez soi. Et quand chacun va rester chez soi, ce sont les élèves, les écoles qui seront vides. Et les écoles vides, ça va entraîner de mauvais résultats à la fin de l'année. Les conséquences d'une grève sont multiples. Les enfants peuvent avoir perdre conscience en eux. Les enfants peuvent perdre l'année scolaire, tout ce qu'ils ont fait. Les parents peuvent perdre tout le bien qu'ils ont mis, les moyens financiers qu'ils ont mis pour leurs enfants. Les parents sont perdants, tout le monde est perdant dans cette affaire. Et l'État de Côte d'Ivoire même est perdant parce que ce sont ces enfants-là, qui sont les adultes de demain, qui vont continuer le travail que nous autres, nous avons commencé. Donc si on ne leur reste pas, on ne leur permet pas d'être bien formés, ben vous comprenez que nous sommes en danger. On ne peut pas... Alors, certains parents dépités, en colère, inquiets pour l'avenir de ses propres enfants d'abord, ensuite pour l'ensemble des enfants de Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui touchés par ce mouvement social-là que l'on vient d'entendre. Jean-Richard Nguessan, est-ce que vous espérez que la reprise des cours après cette rencontre ou ce début de dialogue-là pourra enfin se matérialiser pour que justement des personnes comme M. Kadjo, que l'on a écouté avec beaucoup de peine quand même, puissent avoir l'esprit soulagé pour passer à autre chose? Parce que quand on sort le matin, qu'on part au travail, que son enfant pour qui on se bat semble avoir l'avenir hypothéqué, ça ne permet pas quand même de remonter, d'avoir le moral haut. Ah oui, véritablement. Et c'est un président assez uséré qu'on a écouté à l'instant. Et figurez-vous, plus la grève se poursuit, on observe de plus en plus des enfants des établissements publics qui s'en prennent aux établissements privés pour déloger les autres. Et c'est fort dommage pour la Côte d'Ivoire. Comme je ne cesse de le rappeler, on a quelques semaines des examens à grand tirage et on salue d'ailleurs les différentes négociations. Et comme l'a rappelé le président Kadjo à l'instant, on espère que la sagesse va habiter les différentes parties afin qu'on sorte véritablement de cette crise. Soro Djabika, vous allez certainement conclure avec cette question. Est-ce que pour vous, l'hypothèse d'une année blanche, il faut l'écarter tout de suite ou il faut s'en inquiéter? Non, il ne faut pas s'en inquiéter, il n'y a pas péril à la demeure. Je pense que l'hypothèse d'une année blanche est à écarter. La ministre a accepté de venir sur la table des négociations. Et la ministre a des cartes aussi qu'elle a en main, tout comme les syndicalistes ont des cartes en main. Aujourd'hui, le porte-parole du MEDD est en prison, du Gary. Et il y a une audience aujourd'hui. Et figurez-vous que... Le procureur arrêté 3 ans. Merci. Je n'y étais pas, mais je sais que
son cas sera mis sur la table des négociations. Et la négociation est un jeu. La ministre va évoquer des éléments, les syndicalistes vont évoquer aussi des éléments, et l'un dans l'autre, ils vont finir par ressortir quelque chose, un tableau qui sera profitable pour toute la société. Donc je pense qu'il n'y a pas péril à la demeure. Il faut calmer les choses, et ils vont s'entendre, et il faut écouter les enseignants parce qu'ils ont vraiment besoin d'une assistance. Leurs conditions sont vraiment compliquées. Bien, merci Soro Djabiga, merci également Jean-Richard Nguessan, et merci surtout à ceux qui nous ont regardés, aussi à l'équipe technique pilotée par Farid Sakura, Ligui, Ariel, tout le monde qui a contribué donc au succès de ce tournage. Il faut aussi rappeler que vous avez l'occasion de participer avec nous à ce débat en envoyant vos messages par WhatsApp au numéro qui s'affiche à l'angle de votre écran. On va se dire au revoir et se retrouver encore demain pour décortiquer d'autres actualités croustillantes sur le plan national et international. Au revoir et à demain.